My mother was probably on his radar, so God Yeah. knows who was, accused everyone else of doing everything horrible. Par une froide soirée d'octobre à Londres, où le brouillard s'enroulait comme de la fumée le long des rues pavées et où la lueur dorée de l'hôtel Claridge's offrait un refuge temporaire contre le vent, mordant un événement censé célébrer la littérature dégénéra en scandale. L'élégante salle de bal, ornée de lustres en cristal et d'un doux jazz résonnant dans les colonnes de marbre, accueillait l'élite aristocratique de la ville. Tom Parker Bowles, fils de la reine Camilla, se tenait au centre de l'événement élevé non seulement par ses liens de sang, mais aussi par sa propre réputation d'auteur culinaire. Cependant, sous son air posé, couvait une tempête, et cette nuit-là, la tempête éclata. Sous les yeux braqués sur lui, Tom monta à la tribune avec l'assurance d'un homme habitué à l'attention, mais rarement de nature à ébranler une monarchie. Son discours commença de manière anodine, évoquant son nouveau livre sur la cuisine aristocratique truffée d'anecdotes charmantes et d'autodérision polie. Mais ensuite, avec un subtil changement de ton et une lueur glaciale derrière sa voix mesurée, il se tourna vers la couronne, plus précisément vers le prince William. « Il n'a pas été tendre avec ma mère », dit-il ces mots, fendant l'atmosphère comme du verre brisé sur du marbre. « Il garde ses distances comme si elles n'existaient pas. » La salle se figea. Les flûtes de champagne s'attardèrent à mi-chemin des lèvres. Les journalistes du fond clignèrent des yeux leurs plumes, s'empressant de saisir l'instant. À cet instant, la déclaration de Tom n'était plus une remarque en passant, mais une attaque calculée, un acte de défiance envers la hiérarchie royale. Tandis que les flashs des appareils photo éclairaient la salle, la princesse Anne, assise au premier rang vêtue de soie émeraude, ne broncha pas. Sa posture se raidit comme la pierre, ses yeux se plissant sur l'homme sur scène avec l'œil d'un prédateur. L'insulte n'était pas seulement sociale, elle était existentielle. Pour Anne et pour de nombreux fidèles du palais, ce n'était pas seulement Tom qui parlait, c'était Camilla qui manœuvrait. Bien que la foule ait répondu par des applaudissements gênés à la fin du discours, personne n'a manqué de remarquer l'immobilité délibérée d'Anne. Lorsque son assistante lui a murmuré prudemment sa réaction, sa réponse a été basse, mais résolument ferme, le fils d'une mère dangereuse. Cette déclaration ne traduisait pas seulement une désapprobation, elle posait un jalon. Pour une famille royale qui a survécu aux guerres, aux divorces et aux tempêtes médiatiques, c'était le premier coup de feu d'un conflit civil silencieux qui allait bientôt se répercuter dans les couloirs de velours de Buckingham. Du jour au lendemain, la presse s'est émue. Le Guardian, Daily Mail et le Times et l'Incident a fait la une de leurs journaux. Le fils de Camilla critique le prince William, a hurlé l'un d'eux. Une discorde royale éclate en public, a déclaré un autre. Les réseaux sociaux ont déferlé sur les spéculations. Était-ce un lapsus ou le début de quelque chose de plus sombre? Dans les cellules de crise de Buckingham et de Kensington, la question n'était pas rhétorique, elle exigeait des réponses immédiates. Pour Tom, ce moment marquait l'aboutissement d'une lente ascension. Il avait longtemps été un pilier des hautes sphères britanniques, charmant la presse par son esprit et son aisance, mais depuis que sa mère était devenue reine, il avait assumé un rôle plus stratégique. Plus seulement critique gastronomique, Tom s'était immiscé dans les affaires royales depuis ses conseils sur le menu du couronnement du roi Charles jusqu'à ses apparitions lors de réunions réservées aux initiés. Ces manœuvres avaient été subtiles, déguisées en loyauté familiale ou en curiosité personnelle, mais aux yeux perçants des vétérans du palais, elles portaient un parfum d'ambition indéniable. La critique de Tom à l'encontre de William n'était donc pas spontanée. C'était un test, une enquête, pour voir jusqu'où les limites pouvaient être fléchies et si le prince de Galles céderait. Mais le prince William, désormais deuxième personnage le plus puissant de la monarchie constitutionnelle britannique, n'était pas étranger à la guerre silencieuse. Il encaissa le coup, non pas par une réfutation publique, mais par le silence. Pourtant derrière les portes closes du palais de Kensington où il siégeait sous des portraits ancestraux et des tapisseries plus anciennes que le Parlement, la fureur était palpable. Tenant le journal qui relatait l'insulte de Tom, l'expression de William ne se déforma pas sous l'effet de la colère mais se figea en une expression plus froide. Il murmura à l'oreille de personne « Pour qui se prend-il » Ce n'était pas une question, c'était un avertissement. Avec une précision méthodique, William convoqua son conseiller le plus fidèle. L'ordre était clair et définitif. Trouvez tout sur Tom Parker Bowles. Chaque succession, chaque poignée de main, chaque privilège qui lui a été accordé. Je veux un dossier complet. Dès que l'ordre fut envoyé, la princesse Anne se déplaça à son tour. Son instinct aiguisé par des décennies d'observation des menaces politiques internes contre la couronne, elle contacta discrètement son propre cercle d'informateurs fidèles. Ce qu'elle découvrit confirma ses soupçons. Non seulement Tom gérait un domaine cornouaillais récemment concédé par le roi Charles, mais il avait également commencé à assister à des réunions avec des investisseurs liés aux biens royaux et à interagir avec des personnalités du duché de Cornouailles. Son langage était teinté de durabilité et d'héritage, mais Anne savait lire entre les lignes. Il ne s'agissait pas d'intendance, mais d'infiltration.
Le palais avait déjà été confronté à des menaces, pression extérieure de la presse, changement politique, voire tollé général, mais jamais à une situation comparable. Camilla, reine consort et ancienne maîtresse devenue matriarche royale, avait réussi à redorer son blason grâce à des années de charme calculé et de discrétion. Mais dans les ambitions de son fils Anne voyait le reflet de la soif de pouvoir silencieuse de Camilla. Et si le roi Charles restait fasciné par la compagnie constante et le tact politique de son épouse, d'autres commençait à y voir une autre facette. La reine ne se contentait pas de défendre la dignité de son fils, mais l'installait comme prince fantôme dans une maison bâtie sur des siècles de lignée. Dans les recoins secrets de Clarence House, Camilla continuait d'exercer son influence avec une subtile maîtrise. Au cours de conversations à la lueur des bougies, elle militait pour que les projets de Tom soient davantage mis en lumière. Il se soucie de l'agriculture durable, dit-elle à Charles d'une voix douce, mêlant fierté maternelle et persuasion stratégique. Un petit domaine lui donnerait un but et lui permettrait d'apporter une contribution significative. Charles, affaibli par l'âge et une fatigue chronique, hocha la tête sans méfiance. La porte s'ouvrit doucement et Tom la franchit. Mais les portes peuvent se refermer tout aussi vite. Ce que Camilla n'avait pas anticipé, c'est qu'en posant les bases de l'ascension de son fils, elle avait provoqué deux des plus redoutables gardiens de la couronne, William et Anne. Et dans une monarchie où la tradition est le pouvoir et où les lignées comptent plus que les titres, la présence de Tom n'était plus seulement gênante. Elle était dangereuse. Alors que le soleil matinal se levait sur les toits anciens de Londres, illuminant les façades des palais et projetant de longues ombres dans les couloirs de Windsor et de Kensington, une question résonnait dans le cœur de la couronne. La reine Camilla avait-elle joué trop fort, tandis que les tabloïds étaient submergés par le spectacle de l'audace de Tom Parker Bowles à l'intérieur des murs fortifiés de la monarchie? La véritable guerre avait commencé. Elle ne se livrait ni à coups d'épée ni à discours, mais à coups de silence, de regard et de subtils transferts d'influence. Et au cœur de cette nouvelle bataille se trouvait la princesse Anne, inflexible, méticuleuse et résolue à préserver l'héritage royal de ceux qu'elle considérait désormais comme des intrus. Anne avait passé sa vie à défendre la dignité de la couronne, souvent dans l'ombre. Contrairement à son frère Charles, ou à la toujours visible Diana Anne, s'était forgé un rôle différent, le devoir sans drame, la loyauté sans les projecteurs. Elle était à bien des égards l'épine dorsale de la monarchie. Et cette épine dorsale se raidit dès que Tom Parker Bowles lança son attaque à peine voilée contre le prince William. À cet instant, Anne vit non seulement un affront personnel, mais les contours d'une ambition dangereuse, qu'elle soupçonnait depuis des mois, mais qu'elle ne pouvait désormais plus ignorer. Elle commença à recueillir des informations grâce au réseau discret qu'elle avait mis des décennies à construire, écuyers secrétaires anciens, employés du palais et même des parlementaires bienveillants. Les pièces du puzzle s'imbriquaient avec une précision alarmante. Tom s'était positionné au cœur de l'infrastructure de gestion du domaine royal, se concentrant plus particulièrement sur les projets relevant du duché de Cornouailles. Il n'était plus seulement un chroniqueur culinaire. Il tissait des liens financiers avec des entrepreneurs royaux, assistait à des réunions d'information sur le développement agricole et menait même des enquêtes subtiles sur des propriétés historiques longtemps considérées comme inaccessibles aux membres de la famille royale non apparentés. Camilla, semblait-il, avait orchestré chaque étape. Derrière le voile d'une mère défendant les intérêts de son fils, la reine consort avait profité de sa proximité avec le trône pour accorder à Tom un accès sans précédent au rouage de la monarchie. Camilla comprenait peut-être mieux que quiconque que l'influence dans les cercles royaux ne se limitait pas à la naissance. Il s'agissait d'une question de présence de cohérence et d'une intégration si profonde dans les processus que toute résistance semblerait perturbatrice. Ce à quoi elle n'avait pas pensé, c'était le sens inébranlable de la loyauté lignagère d'Anne. Pour Anne, c'était une trahison, non pas du protocole, mais de l'héritage. Lors d'une audience privée à Clarence House, Anne confronta Camilla directement. La pièce était lourde d'attentes, de ses panneaux de chêne ornés de portraits de rois et de reines passaient tous observant en silence. La cheminée crépitait, mais aucune des deux femmes ne recherchait sa chaleur. Anne entra avec un épais dossier au contenu accablant et précis: acquisition immobilière, subvention royale, faveur financière, et une liste de noms que Camilla avait discrètement attirés dans l'entourage de son fils. Elle posa le dossier avec un air délibérément définitif et croisa le regard de Camilla. « Vous avez amené votre fils au festin », dit-elle d'une voix froide mais mesurée. « Mais ce n'est pas un dîner de famille, c'est la monarchie. » Il n'y eut ni haussement de voix, ni geste théâtral, juste le calme de fer d'une femme qui avait passé toute sa vie à respecter des règles que les autres feignaient seulement de respecter. Camilla, impeccablement vêtue de soie émeraude, ne répondit pas. Ses yeux vacillèrent, culpabilité ou défi, on ne savait pas. Mais Anne n'avait pas besoin de réponse. Elle avait lancé son avertissement. Après cette rencontre, Anne se déplaça avec la précision d'un commandant militaire. Elle rencontrait discrètement les conseillers juridiques du palais, demandant des audits sur des projets liés à la famille de Camilla.
Elle envoyait des messages discrets aux membres importants du conseil privé, non pour semer la panique, mais pour les préparer. Elle se rendit même dans les bureaux du duché de Cornouailles sous couvert d'un rapport annuel, posant des questions qui touchaient au cœur du lien Camilla-Tom. Mais elle savait qu'elle ne pourrait y parvenir seule. Le seul à disposer de l'autorité constitutionnelle, de la confiance du public et de la position royale nécessaire pour contrebalancer l'influence croissante de Camilla était le prince William. En tant qu'héritier du trône, William avait à la fois les moyens et la motivation d'agir. L'attaque de Tom l'avait non seulement humilié en public, mais avait également remis en cause sa place dans la hiérarchie de la monarchie. William était resté calme, mais Anne sentait la tempête se préparer. Leur alliance était inévitable. Elle demanda un entretien privé avec William à Sandringham, loin des caméras et des conseillers, là dans le domaine plongé dans le brouillard où des générations de membres de la famille royale avaient chassé, festoyé et pleuré tante et neveu se retrouvèrent, non pas comme des parents mais comme des alliés. Ils ne parlèrent pas de famille, mais de stratégie. Anne exposa ses découvertes détail par détail, dévoilant la toile tissée par Camilla et l'influence acquise par Tom. William écouta en silence, mais sa mâchoire serrée et ses yeux plissés trahissaient sa fureur. Les derniers mots d'Anne furent indiscrets, mais ils frappèrent comme le tonnerre. « Si nous n'arrêtons pas tout de suite l'héritage de ta grand-mère, ton avenir sera transmis à quelqu'un qui ne partage même pas ton sang. » William resta silencieux au début, puis après un long silence, il hocha la tête. « Alors on y va maintenant. » L'alliance entre la princesse Anne et le prince William n'a pas été annoncée par communiqué de presse. Il n'y a eu ni photo ni déclaration. Mais à partir de ce moment, le vent a tourné. Et cela ne s'est arrêté que lorsque tout le réseau de Camilla a été démantelé pièce par pièce. Le prince William rentra à Londres avec une détermination d'acier. L'alliance forgée avec la princesse Anne à Sandringham n'était pas née de la convenance mais du devoir. Dans son bureau du palais de Kensington, entouré de siècles d'histoire royale et accablé par le poids de sa lignée, William commença à poser les bases d'une contre-attaque aussi rapide que silencieuse. Pas de proclamation, pas de confrontation, juste des actions, précises, méthodiques et dévastatrices. Après tout, la monarchie n'avait pas besoin de scandale. Elle avait besoin d'épuration. Sa première action fut interne et invisible aux yeux du public. Il convoqua une réunion nocturne dans une salle de conférence drapée de velours au cœur du palais avec une équipe triée sur le volet composée de ses conseillers juridiques, d'analystes financiers et de gestionnaires de patrimoine les plus fidèles. Ces personnes avaient servi la maison royale pendant des décennies. Et plus important encore, devaient leur loyauté, non pas à Camilla ni à Charles, mais à la couronne et par extension à lui. Avec une autorité discrète, Guillaume ouvrit la séance, non pas avec cérémonie mais avec clarté. « Nous restructurons la monarchie », déclara-t-il. « Quiconque adhère au programme de Camilla doit être démis de ses fonctions, discrètement sans tapage. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. » En quelques jours, la purge commença, non pas par des licenciements qui auraient attiré les tabloïds, mais par des déplacements élégants. Des conseillers proches de Camilla se retrouvèrent réaffectés à des rôles distants et protocolaires. Les gestionnaires financiers, liés aux plans successoraux de Tom, se virent offrir de généreuses retraites anticipées à condition que le silence fasse partie du contrat. Ceux qui déclinèrent furent poliment marginalisés, jamais renvoyés, mais discrètement repoussés aux marges du pouvoir, tels des pions retirés de l'échiquier principal. Entre-temps, Guillaume autorisa un audit interne sous couvert de modernisation des opérations du duché de Cornouailles. Publiquement, il s'agissait d'une initiative de transparence de routine. Un clin d'œil aux contribuables et une tentative de renforcer la confiance dans les finances royales. En privé, il s'agissait d'une opération ciblée. Une équipe d'auditeurs externes, tous contrôlés pour s'assurer de l'absence de liens antérieurs avec Camilla ou son entourage, fut mandatée. Ils furent chargés d'examiner minutieusement les contrats de succession, les attributions de subventions, les baux fonciers et les livres de dépenses. Les résultats arrivèrent sur le bureau de William dans d'épais classeurs marqués « confidentiels ». Ce qu'ils révélèrent dépassa ses espérances. Parmi les découvertes les plus marquantes, on trouve le rôle d'Annabel Elliot, la sœur de Camilla. Pendant plus de 10 ans, elle avait vécu gratuitement dans un vaste domaine du Gloucestershire appartenant au roi Charles, une propriété initialement destinée à générer des revenus pour le duché. Sur le papier, elle était désignée comme chef de l'aménagement intérieur de la monarchie avec une allocation annuelle et une autorité budgétaire. Mais la réalité était tout autre. Ses projets étaient souvent externalisés, son rôle était essentiellement protocolaire et les flux financiers liés à son nom s'élevaient à plusieurs millions de livres. Il s'agissait à tous égards d'un détournement discret des ressources royales. La réaction de Guillaume fut glaciale et immédiate. Il fit appel à son équipe juridique le soir même et rédigea une résiliation formelle de tous les contrats liés à Annabel. Il n'y aurait ni négociation, ni prolongation, elle devait quitter les lieux dans les 72 heures. La lettre fut livrée par coursier le lendemain matin. Annabel, prise de court, appela Camilla en larmes. « Ils me virent !» sanglota-t-elle. « William, il m'a viré sans explication.
Mais Camilla elle-même, sous le choc, ne pouvait lui apporter aucun réconfort. Son influence s'effritait déjà et William avait agi trop vite pour qu'elle puisse intervenir. Elle comprenait peut-être mieux que quiconque que ce n'était que le début. Tom Parker Bowles serait le suivant. Bien qu'aucune accusation formelle ne puisse être portée contre lui, son réseau laborieusement bâti, grâce à son charme et son influence sociale, commença à se dissoudre. Ses invitations autrefois convoitées à des dîners privés furent annulées. Les investisseurs qui avaient soutenu ses projets de développement durable en Cornouailles se retirèrent, refusant d'être associés à ce qui était désormais considéré comme un handicap. Des rumeurs anonymes commencèrent à circuler à propos de transactions en coulisses d'accords fonciers douteux et même d'indiscrétions passées depuis longtemps enfouies. Rien d'illégal, mais suffisamment pour entacher sa réputation à jamais. La presse People, toujours avide d'intrigues royales, a repéré la piste. Les gros titres sont passés de la curiosité à la critique. Le fils de Camilla fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses liens avec la famille royale. Des rumeurs de favoritisme alors que la famille de la reine perd du terrain. L'opinion publique, si facilement influençable, commença à changer de cap. Ce qui avait été perçu comme l'ascension constante de Camilla était désormais perçu comme une exagération. Et pendant tout ce temps, Guillaume resta muet. Il participait à des événements caritatifs, visitait des hôpitaux et recevait des dignitaires comme à son habitude. Mais derrière chaque sourire public se cachait un esprit d'une précision digne d'un jeu d'échecs. Il ne se contentait pas de protéger l'image de la monarchie, il préservait son avenir de toute ambition personnelle. Anne, son alliée discrète, restait en retrait, observant, soutenant et renforçant ses actions lorsque nécessaire. Leur coordination était fluide, fondée sur le respect mutuel et la compréhension mutuelle. Aux yeux du public, Camilla portait encore ses robes royales et ses perles. Mais ceux qui se trouvaient au palais voyèrent les choses autrement. Elle n'était plus la femme qui exerçait une influence sur Charles, ni la reine capable de manœuvrer par la diplomatie. Son réseau s'effondrait et avec lui ses ambitions pour Tom. L'infrastructure qu'elle avait passé des décennies à tisser était démantelée fil par celui qu'elle avait autrefois tenté de marginaliser. Guillaume n'avait pas crié, il n'avait pas accusé. Mais son silence avait résonné plus fort que n'importe quel discours. Et pour la première fois, la reine Camilla se retrouva du côté des perdants d'une campagne royale. La vague de restructuration interne déclenchée par le prince William ne s'est pas arrêtée avec l'élimination des plus proches alliés de Camilla, ni avec le démantèlement discret du réseau de Tom Parker Bowles. Au contraire, elle a déferlé avec la force d'une révolution calculée silencieuse, tacite mais impitoyable. La reine Camilla, autrefois l'architecte discrète de l'ascension de son fils, se retrouvait désormais au milieu des ruines d'une structure de pouvoir qu'elle avait mis plus de 2 décennies à bâtir. Lorsque l'avis de licenciement parvint à Annabel Elliot, ce fut un coup de foudre. Elle se trouvait dans le salon du domaine du Gloucestershire, somptueux, rempli de meubles anciens et de portraits commandés avec une grandeur d'emprunt, lorsque son téléphone vibra annonçant l'ordre. La sœur de la reine, qui avait pendant des années profité du luxe de la vie royale sans être surveillée, se voyait soudain menacée d'expulsion non pas par scandale mais par une froide précision administrative. Le domaine longtemps ignoré du public devint un sujet de spéculation. Une photo des valises d'Annabel chargées dans une camionnette ordinaire circula abondamment. Les tabloïds bondirent « Expulsion royale, la sœur de Camilla chassée ». Coup d'état silencieux au palais, Camilla stupéfaite tenta d'intervenir paniquée. Elle chercha refuge non pas dans la confrontation, mais dans l'émotion. Un matin brumeux, elle entra dans le bureau privé du roi Charles III, où il était assis, frêle et abattu après des semaines de traitement médical. Le tic-tac d'une horloge de parquet emplissait le silence. « Charles », dit-elle doucement, la voix tremblante, « je ne comprends pas pourquoi William agit ainsi. Annabel voulait seulement aider. » Ces mots étaient soigneusement choisis, moins une accusation qu'un appel à la compréhension. Mais Charles, fatigué et accablé par plus que sa maladie, soupira profondément. « Laisse William s'en occuper, dit-il enfin à peine plus haut qu'un murmure. Je ne veux plus d'ennui. » Ce n'était pas un simple déni, c'était une capitulation. Camilla le sentit immédiatement. Son mari, longtemps son plus fidèle allié, n'avait plus la force de la soutenir. Ce moment fut décisif. Privée du soutien de Charles, elle se tourna vers un autre centre de pouvoir, le conseil privé. Son plan était désespéré mais familier, faire appel à la vieille garde, ses conseillers royaux dont la voix pesait encore derrière le trône. Elle rédigea des lettres soigneusement rédigées pour refléter l'inquiétude plutôt que l'instinct de survie. « La monarchie doit rester unie », écrivait-elle. « Les actions du prince William risquent de nuire à la cohésion de la famille. » Elle espérait s'attirer la sympathie de ceux qui se souvenaient encore de son ascension, de ses années de loyauté envers Charles, de sa résistance face au scandale. Mais ce que Camilla ne réalisait pas, c'est que la princesse Anne avait anticipé ce geste bien avant qu'il ne soit fait. Quelques semaines plus tôt, alors que l'audit des finances du duché de Cornouailles était en cours de finalisation, Anne avait déjà pris des mesures pour neutraliser le repli politique de Camilla.
Elle organisa des rencontres privées avec des membres importants du conseil privé dans des bureaux discrets de Westminster. Là, sous couvert de briefings royaux, elle dévoila des preuves accablantes, subventions détournées, contrats attribués sans contrôle, avantages personnels accordés à des personnes n'ayant aucun rôle officiel dans la maison royale. Elle ne s'exprimait pas en tant que sœur ou tante, mais en tant que gardienne de la monarchie. Si nous laissons faire cela, leur a-t-elle dit, nous trahissons non seulement la confiance du public, mais aussi l'héritage que la reine Élisabeth II a travaillé sans relâche à protéger. Il ne s'agit pas de politique familiale, c'est une menace pour l'institution. Le conseil répondit par un silence, mais le genre de silence qu'Anne connaissait bien. Ce n'était pas de l'indécision, c'était un accord enveloppé de discrétion. Ainsi, lorsque les lettres de Camilla arrivèrent, elles ne trouvèrent aucune oreille attentive. Elles furent classées, n'étant accueillies que par formalité. La reine avait abusé de son influence, et le conseil privé guidé par Anne en coulisses la laissa tomber. Aux yeux du public, l'image de Camilla commença à se dégrader discrètement. Elle se retira de 3 engagements publics consécutifs, invoquant officiellement une légère maladie respiratoire. Mais les initiés du palais savaient qu'elle avait perdu pied. Des photos d'elle prises lors d'une rare apparition à un événement caritatif montraient une femme déconnectée, son sourire trop forcé, son regard distant, son aura ternie. Les commentateurs commencèrent à spéculer sur une mise à l'écart de la reine. « Où est Camilla ?» titrait un journal. « Pourquoi a-t-elle disparu de la scène royale ?» Tom Parker Bowles, autrefois son étoile montante, a connu une chute encore plus brutale. Sa réputation médiatique s'est évaporée presque du jour au lendemain. Les sponsors de ses projets immobiliers se sont discrètement retirés, craignant de s'associer à un scandale. Ses apparitions dans des émissions culinaires ont été discrètement mises de côté. Même les restaurants se sont désolidarisés, invoquant de vagues préoccupations pour leur image publique. Pour un homme qui avait autrefois évolué avec aisance parmi les chefs étoilés et les aristocrates, la chute fut rapide et impitoyable. Son nom, autrefois considéré comme un atout, suscitait désormais des silences gênés dans les cercles mêmes qu'il avait accueillis. Il retourna au monde plus discret de la chronique culinaire, mais le prestige avait disparu. Il n'était plus un sujet d'intrigue. Il était devenu aux yeux du public un symbole d'audace. Camilla, observant la chute de son fils et l'exil de sa sœur, réalisa que la structure qu'elle avait bâtie n'était pas simplement attaquée, elle avait été rasée de l'intérieur. Et pire encore, cela s'était produit sans la moindre réprimande publique. Il n'y avait eu ni scandale ni confrontation, seulement une érosion progressive des privilèges et des accès. Une extraction chirurgicale, pourtant elle ne céda pas. Pas encore, elle avait affronté la haine publique durant les années Diana et a esquivé les moqueries et s'était frayé un chemin jusqu'au cercle intime de la famille royale. Elle ne lâcherait pas prise sans un dernier effort. Mais cette fois, elle jouait contre Anne et William, une force de sang, d'unité et de discipline. Et ils avaient déjà décidé plus de place pour l'ambition liée à la famille. La couronne ne lui appartenait plus. Le gala royal au château de Windsor devait être une soirée d'élégance et d'unité, une occasion pour l'élite britannique de se prélasser dans l'éclat de la monarchie, de la diplomatie et du faste. Mais, sous les lustres éclairés par les bougies et les douces notes de la musique de chambre, un courant différent parcourut la salle. Ceux qui étaient à l'écoute des intrigues du palais le sentirent immédiatement. Ce n'était pas seulement une célébration, c'était un moment de vérité. Le prince William, désormais maître des opérations royales, avait personnellement approuvé la liste des invités. Il apparaissait impeccable dans un smoking noir, impeccable, l'expression calme mais indéchiffrable. Il se déplaçait parmi les dignitaires étrangers et les hauts fonctionnaires avec l'aisance d'un diplomate chevronné, mais chaque geste était calculé. Ce n'était pas un événement comme les autres, c'était un message adressé au cercle royal et à ceux qui observèrent de loin la monarchie avait rétabli son équilibre et ceux qui oseraient le défier seraient vus mais pas entendus. Camilla n'avait d'autre choix que d'y assister. Refuser aurait attisé les spéculations. Elle arriva donc vêtue d'une robe émeraude éblouissante, son diadème de diamants scintillant sous les majestueux lustres. En apparence, elle restait la gracieuse consort. Mais pour ceux qui l'observaient attentivement, son sang-froid était mis à rude épreuve. Les récentes répercussions avaient laissé des traces visibles. Sa sœur était partie, son fils déshonoré, et son influence déclinait de jour en jour. Son sourire, autrefois un simple atout de charme, exigeait désormais un effort. Ses doigts serraient une flûte de champagne en cristal, non par célébration, mais par maîtrise. Les invités dansaient et riaient, ignorant que dans un coin tranquille de la salle de bal dorée, l'histoire était sur le point de basculer une fois de plus. La princesse Anne s'éloigna de sa conversation avec un groupe d'ambassadeurs, sa robe de soirée noire et élégante s'agitant silencieusement avec elle. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en une chignon royale, son attitude impassible. Elle s'approcha de Camilla non pas avec malice, mais avec précision, tel un juge prononçant un verdict déjà scellé. La salle autour d'eux continuait sa valse, mais dans leur sphère immédiate, le temps semblait ralentir. La voix d'Anne était basse, presque douce, mais chaque mot était percutant. « Pensais-tu pouvoir manipuler la monarchie à ton profit, Camilla ?» Ce n'était pas une question,
C'était une affirmation, une mise en accusation. Camilla tenta de répondre, la voix tremblante, « Je ne veux que le bien de la famille ». Mais le mot « famille » lui resta coincé dans la gorge. Anne se pencha légèrement, le regard aussi froid que les colonnes de marbre qui les entouraient. « Vous et votre fils n'êtes pas de sang royal. Vous avez confondu proximité et droit, et maintenant vous êtes allés trop loin. » Ces paroles n'étaient ni criées ni cruelles. Elles étaient délibérées, impitoyables et absolues. « William ne vous pardonnera pas, moi non plus. Ceci était votre dernier avertissement. Reculez ou vous serez effacé. » Camilla resta figée. Sa flûte tremblait dans sa main. Les invités à proximité n'en avaient pas conscience, mais l'émotion de cet instant allait se faire sentir dans toute l'institution royale pendant des semaines. Aucune explosion ne suivit, aucune scène. Camilla, humiliée et bouleversée, baissa simplement les yeux. Plus aucun coup à jouer, plus aucun allié à invoquer. Lorsqu'Anne se retourna dans la foule, elle affichait la dignité tranquille d'une femme qui avait défendu sa lignée et gagné. Et tandis qu'elle disparaissait dans la mer de robes tourbillonnantes et de costumes sur mesure, Camilla resta seule, entourée de pouvoir et pourtant totalement impuissante. Les conséquences de cet instant se déploieraient en silence. Les jours suivants, Camilla annula une nouvelle série d'engagements publics, cette fois sans excuse. Elle n'en avait plus besoin. Le service de presse du palais fit de brèves déclarations neutres. La reine consort se concentre sur des affaires privées. Mais derrière ces mots, la vérité était indéniable, elle avait été politiquement neutralisée. Ses apparitions se raréfièrent à sa présence réduite à de brèves mentions dans des comptes rendus protocolaires. L'éclat de son rôle s'était estompé. Tom, quant à lui, n'était plus mentionné au sein de la famille royale. Son nom, autrefois symbole de charme moderne et de prestige culinaire, représentait désormais l'excès de pouvoir et la gêne. Il se remit discrètement à l'écriture, mais l'attrait avait disparu. Les initiés du milieu ne le recherchaient plus pour des partenariats. Il était reçu poliment en public, mais plus jamais avec révérence. Son chemin vers le pouvoir n'avait pas seulement été bloqué, il avait été effacé. Pourtant, la monarchie, toujours résiliente, ne faiblit pas. Au contraire, elle en sortit renforcée. L'opinion publique, autrefois sceptique quant à la discrétion du prince William, louait désormais sa discipline. Les sondages montraient une forte hausse du soutien au prince de Galles. Nombreux étaient ceux qui admirèrent sa façon de gérer la situation. Non pas par des représailles scandaleuses, mais avec intégrité et autorité. Il n'avait pas humilié Camilla publiquement. Il avait simplement mis fin à son influence, résolument et sans éclat. Derrière lui se tenait la princesse Anne, la gardienne inflexible, qui s'était battue non pour les gros titres, mais pour l'héritage. Sa stratégie n'était jamais axée sur la gloire personnelle. C'était une question de devoir, une obligation sacrée de protéger l'institution bâtie au fil des siècles de sacrifices et de services. En Camilla, elle avait vu renaître la menace qui avait autrefois déchiré la famille royale. Mais cette fois, elle n'attendit pas que la presse ou le peuple exigent des comptes. Elle agit la première. Et elle agit avec précision. Ce gala au château de Windsor ne figurerait jamais dans les livres d'histoire comme un tournant. Aucune photo ne immortaliserait la confrontation. Aucun appareil photo n'avait enregistré l'instant. Mais dans l'histoire royale, il marqua un tournant aussi important que n'importe quel couronnement ou abdication. Ce fut le moment où la lignée réaffirma ses prétentions et où ceux qui étaient en marge furent rappelés à leur place. Et dans le silence qui a suivi le message était sans équivoque, la monarchie peut évoluer, mais son cœur, son héritage, ne sera jamais abandonné. Dans les semaines qui suivirent le gala de Windsor, l'air londonien se refroidit et avec lui l'atmosphère royale se fit nettement plus calme. Les journaux toujours avides de scandales se retrouvèrent à la poursuite des ombres. Il n'y eut ni déclarations officielles, ni accusations publiques, ni drames royaux à la télévision. Et pourtant le changement était palpable. Derrière les portes fortifiées et les imposantes clôtures de fer de Buckingham et de Kensington, quelque chose de profond s'était produit. Un coup d'État silencieux avait eu lieu non pas contre la monarchie mais en son sein. Des photos d'Annabel Elliot quittant le domaine du Gloucestershire qu'elle occupait depuis plus de 10 ans commencèrent à circuler. Pas de cérémonie, pas de protestation, juste une camionnette remplie de meubles et une atmosphère de honte discrète. Les médias rapportèrent l'événement de manière neutre, mais les chroniques fourmillaient de théories. Réduction des coûts, disaient certains. Dispute interne, murmurèrent d'autres. Mais parmi les initiés, la vérité était claire, le prince William et la princesse Anne avaient repris le contrôle. Et leur première action avait été d'éliminer toute trace d'influence indue au sein de la monarchie. Les réseaux sociaux, reflets constants des courants de pensée, en ont pris conscience. Des hashtags comme Judge Royal Reset et Judge William Rises ont fait fureur sur toutes les plateformes. Le soutien du public à Guillaume a explosé notamment parmi les jeunes générations qui appréciaient son sang-froid et son approche pragmatique. Contrairement à son père, le roi Charles, dont le long règne avait déjà été assombri par la maladie et la passivité, Guillaume était perçu comme un roi déterminé. Un futur roi qui n'attendait pas la couronne mais qui façonnait déjà le trône.
Entre-temps, Camilla s'est effacée presque imperceptiblement de la vie publique. Son calendrier de fonctions royales s'est allégé. Les événements caritatifs qui la mettaient autrefois en avant étaient désormais honorés par d'autres membres de la famille royale. Son nom, si récemment symbole de résilience et de seconde chance, était de moins en moins mentionné. Lorsqu'elle apparaissait, les journalistes remarquaient son attitude réservée, sa présence réduite, ses paroles soigneusement mesurées. L'éclat qui accompagnait autrefois son ascension s'était terni pour laisser place à une ombre prudente. L'absence de la reine consort fut expliquée par une maladie. Mais le schéma était trop constant, trop stratégique. Les communiqués soigneusement rédigés du palais ne pouvaient de cacher la vérité à ceux qui y prêtaient attention. Camilla avait été mise à l'écart politiquement. Non par décret, ni par exil, mais par pertinence. Son époque était révolue. Tom Parker Bowles, autrefois sur le point de devenir une sorte d'émissaire royal officieux grâce à ses liens avec des projets immobiliers et des entreprises culinaires, était désormais quasiment invisible. Les gros titres qui célébraient autrefois son talent et son charisme avaient laissé place au silence. Les partenaires commerciaux potentiels se retiraient discrètement. Sa présence aux événements professionnels se faisait rare et lorsqu'il y participait, il était accueilli avec une distance polie plutôt qu'avec révérence. Tel un aristocrate déchu, il restait techniquement bienvenu, mais émotionnellement malvenu. Ses projets immobiliers furent au point mort. Des entreprises d'agriculture durable qui promettaient autrefois d'innover sur les terres royales furent discrètement dissoutes. Les investisseurs refusèrent de le rappeler. Ceux qui l'avaient autrefois soutenu commencèrent à éviter toute association invoquant un risque pour leur réputation. Pas d'arrestation, pas de scandale, pas de révélation honteuse, juste une perte d'élan de légitimité de pouvoir. À l'intérieur des murs royaux, le prince William et la princesse Anne poursuivirent leur œuvre en silence. Il n'y eut ni interview ni cri de victoire, ils se présentèrent simplement. Guillaume, avec une présence renouvelée, assuma davantage de fonctions royales, rencontrant les dirigeants du gouvernement, élargissant son rôle dans les projets caritatifs nationaux et approfondissant ses engagements auprès du Commonwealth. Anne, comme toujours, resta assidue, son agenda était rempli de réceptions diplomatiques, de cérémonies d'anciens combattants et d'initiatives liées à la préservation rurale. Mais désormais, leur pas résonnait de plus que le devoir. Il résonnait d'un triomphe discret. Le cœur de la monarchie avait été défendu non par des manchettes scandaleuses, mais par stratégie et patience. À Buckingham, le personnel murmurait l'existence d'une énergie nouvelle. Les services, autrefois influencés par les favoris de Camilla, étaient désormais dirigés par des professionnels fidèles à l'institution depuis des décennies. Les conversations dans les couloirs avaient évolué. Il y avait moins de tension, plus de clarté. C'était comme si la couronne elle-même avait repris son souffle libéré de son poids invisible. Et puis, un après-midi, sous un ciel cramoisi, peint par le soleil couchant de l'hiver, un moment de symbolisme s'est déroulé. Sur un balcon surplombant les jardins royaux, Anne et William se tenaient côte à côte, l'air calme et la posture résolue. Au-dessous d'eux, l'Union Jack flottait doucement dans la brise, tandis que les cloches des tours de Westminster sonnaient au loin. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Ils n'en avaient pas besoin, ils avaient gagné. Non pas par la dénonciation ni par la vengeance, mais en restaurant l'essentiel, la lignée, le code d'honneur, l'intégrité de la monarchie. Ils avaient envoyé un message qui résonnait dans les palais, les salles du conseil et les domaines royaux. Cette institution n'est pas un lieu de conquête personnelle. Elle est bâtie sur un héritage lié par le devoir et protégée par ceux qui n'hésiteront pas à la défendre même de l'intérieur. Anne se tourna vers Guillaume, la voix aussi ferme que jamais. Seul le sang appartient à la monarchie. L'ambition personnelle ne doit jamais primer sur l'honneur. Guillaume hocha lentement la tête, les yeux fixés sur l'horizon où les dernières lueurs du jour s'estompèrent dans la nuit. Il comprenait ce que cela signifiait. Cette victoire n'était pas personnelle, elle était générationnelle, et le prix de cette victoire, le silence, le sacrifice et l'acier, serait supporté non seulement par eux, mais aussi par la monarchie qu'ils avaient choisi de protéger. Alors que les derniers rayons de lumière disparaissaient du ciel de Londres, les deux gardiens de la couronne se retournèrent à l'intérieur du palais, laissant derrière eux le froid, les ombres et un héritage royal une fois de plus